tout le monde, bienvenue dans la tour de commandement, ici Thibaut et aujourd'hui on va parler de Fondation et Jumpstart 2025 pour les commandants et on va parler surtout du meilleur des commandants. Il y en a pas beaucoup, si vous avez fait les comptes, vous avez regardé la dernière vidéo, vous faites attends, mais qu'est-ce qui manque et tout. Vous avez peut-être été surpris, parce que vous avez remarqué qu'il manquait dans la liste, mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment très vite. Je vous rappelle, on est présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram. Allez nous suivre là-bas, c'est très important, ça nous permet aussi de vous donner les infos de la tour. On a également une chaîne Twitch sur laquelle je stream régulièrement chaque semaine. Donc allez y faire un petit tour, il y a des vidéos différentes, enfin des lives différents qui se passent dessus, où je prends beaucoup plus mon temps qu'ici, donc profitez-en. On a même une chaîne secondaire sur laquelle sont rediffusés ces lives. Donc allez-y, écoutez, faites-vous plaisir. Voilà, allez jeter un petit coup d'œil, les archives de la tour de commandement sont ouvertes à vous. Et je vous rappelle, nous avons des personnes qui nous soutiennent financièrement, sans elles on ne pourrait pas continuer, ce sont les tipeurs et tipeuses de la tour de commandement. Voilà, ils défilent là actuellement. Et on les remercie toutes et tous pour leur soutien financier, un grand merci à vous. Et si vous souhaitez les rejoindre également, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, il y a le lien vers le Tipeee de la tour de commandement. Donc voilà, je vous laisserai aller jeter un petit coup d'œil. On a donc quelques commandants de Fondation et Jumpstart 2025 à aborder. Alors ce sont majoritairement des commandants de Jumpstart 2025, puisqu'il y en a beaucoup plus que des commandants de Fondation. Mais quand même, il y a des choses à dire. Ils sont 4 au total. Tac. Voilà, 4. Voilà. Et je vais aborder un petit peu plus en détail pourquoi est-ce qu'ils sont réellement intéressants, même si voilà, pas non plus m'étaler à fond, comme d'habitude. Et on va commencer tout de suite avec le premier que j'avais envie d'aborder, c'est Ozox, le roi cliquetant, parce que, en fait, c'est un commandant qui peut paraître, ma foi, assez agréable, voilà. Il meurt, il va laisser un jeton derrière lui qui permet de le ranimer directement dans votre main. Donc bon, pourquoi pas, c'est pas non plus extrêmement fort. Si, détrompez-vous, parce qu'en fait, il peut paraître extrêmement simple, ce petit sac d'os, mais en fait, il est très redoutable, notamment pour les fameux jeux Sacrifice Aristocrate. Et oui. Et notamment avec 2 autres cartes à côté, il est quand même très puissant, ce sont l'Hôtel Phyrexian et l'Hôtel d'Ashnod. Donc, autant vous dire que là-dessus, il y a quand même moyen d'en faire quelque chose d'assez pété. Voilà, il y a des combinaisons un petit peu multiples avec soit les 2 hôtels en même temps, soit un plus d'autres cartes à côté. Voilà, là-dessus, ça fonctionne plutôt pas mal. En fait, l'objectif ici avec Ozox, c'est de se retrouver avec un commandant en fait qui va mourir, laisser un jeton, revenir en sacrifiant le jeton. On tire des bénéfices chaque fois que que les 2 créatures vont mourir. Simplement faire perdre des points de vie aux adversaires, par exemple. Ça fonctionne toujours aussi bien. Et dire, ok, je la renvoie dans la main, et puis je la rejoue, et tout ça en fait en faisant... littéralement en perdant aucun mana en fait. C'est ça qui serait intéressant là-dessus, donc sacrifier notamment sur Hôtel de la Démence, Hôtel d'Ashnod, ou Hôtel Phyrexian. Étant donné que le coût de Ozox est quand même très peu élevé, 3 mana c'est rien pour du réanimator, donc c'est vraiment rien du tout, ça fonctionne très bien. Et l'avantage c'est que Ozox étant mono noir, en fait il a déjà largement tous les outils dans cette couleur-là pour réussir à faire tout ce qu'il veut, quoi, et du coup, la boucle est bouclée en mono noir. Pas besoin d'autres couleurs, ça fonctionne très bien, et le mono noir ayant accès en plus à tous les tuteurs du monde, non je déconne, mais bon, les meilleurs tuteurs, il faut avouer que là-dessus, ça va pas être très compliqué d'aller chercher différentes pièces de la compo. Donc, Ozox me paraît être un commandant extrêmement puissant, un nouveau commandant combo très facile à mettre en place, voilà, qui a en fait sur lui un élément assez clé, en fait, pour faire en sorte que la stratégie aristocrate permette de boucler. Donc ouais, Ozox est un très bon commandant ici. Et en plus, si jamais vous voulez le jouer dans d'autres decks, du coup, la même chose, en fait, il permet de faire des boucles également de son côté. Donc autant dire qu'on n'en a pas fini de parler de Ozox. Un autre commandant qui m'a tapé dans l'œil, c'est Dionus, l'archidruide elfe. Et ouais, j'étais un peu surpris parce que je me disais, oh, elfe c'est sympa et tout... La capacité est cool, on m'en avait parlé avant que je fasse le script. Et puis, je me suis dit, mais attends, 2 secondes et 2-3 bricoles à faire avec ça. Et ouais, en effet. Parce que oui, la capacité elle est restreinte à 1 fois par tour, mais je sais pas, vous êtes au courant que si jamais on renvoie le commandant dans la main et qu'on rejoue Dionus, du coup, on va pouvoir à nouveau déclencher la capacité. Et voilà. C'est ça qui est un petit peu stupide en fait là-dessus, c'est que la capacité elle est restreinte, mais selon certaines conditions. Et il y a un avantage énorme, c'est que là on parle des elfes. Les elfes, il y a un truc qu'ils font très bien. C'est le mana. Ils sont très forts pour faire du mana.
Et ils sont même très forts pour l'utiliser dans certains cas, avec des boosts de masse assez conséquents. Voilà, on pense au premier Yuri, par exemple, qui était très bien pour ça. Et ben ouais, en effet, on a une restriction, on a un côté « Ah oui, non, mais t'inquiète pas, ils vont se dégager qu'une seule fois. » Oui, mais par contre, ça va générer souvent beaucoup de mana. Si vous commencez à mettre les bons elfes, les bons dorks, etc., c'est largement faisable, et renvoyer le commandant en main, alors vous dites « Mais Thibaut, on est en vert. Mais que dis-tu ?» Eh ben oui, en vert, on a des moyens de remonter le commandant en main, de remonter une créature en main, largement. Voilà, donc je vais vous en citer deux juste, c'est le bibelot de pierre nuage, toujours efficace, et de manière permanente également, nous avons le Temur Sabertooth, j'ai oublié le nom en français. Et en fait, avec ça, on peut renvoyer le commandant en main, le remettre en jeu, redéclencher les capacités, dégager nos créatures, recommencer, etc. Et en fait, en ayant suffisamment de dork à côté, bah, c'est une boucle qu'on peut continuer de manière à avoir des elfes qui sont énormes à la fin. Voilà. Puisque c'est pas le tout de le dégager, mais c'est également de mettre un marqueur plus important sur chacun d'entre eux. Et c'est super fort. Et franchement, ça fonctionne très très bien. J'ai fait une decklist déjà en live, là je viens de la terminer. Et je vous avoue que je suis assez surpris du résultat, où on peut s'amuser à tuer des joueurs au tour 4 ou 5. C'est pas une blague, hein, voilà. Donc c'est assez impressionnant. Voilà. Un peu de multicolore maintenant, plus ou moins, c'est Everett, la vice-reine du saccage, il fallait que j'en parle, elle est en noir-rouge. Et en fait, c'est un commandant sacrifice, ma foi. C'est plutôt un grand classique, hein. Je sais pas combien de fois j'en ai parlé dans les commandants de ces deux éditions, mais c'est quand même pas mal. Et en fait, ici, il y a un côté extrêmement puissant parce qu'on a un moteur à sacrifice sur Everett pour créatures et artefacts. Et alors, du coup, quand on me dit artefacts, moi, bah alors du coup, il y a des trésors qui ressortent. En plus, Everett les aime beaucoup puisqu'elle lui donne le lien de vie. Et ouais, c'est bien. Mais surtout, en fait, ça me fait penser à d'autres types d'artefacts, notamment les jetons sang, les jetons indices, les jetons cartes, les jetons nourriture. Il y a pas mal de choses, en fait, qui peuvent être utilisées comme ça. Et mais c'est un peu ça qui m'embête en fait là-dessus. C'est que du coup, comme on peut sacrifier avec Everett à peu près tout et n'importe quoi, presque, et j'ai l'impression surtout que Everett peut s'amuser à faire « Oh bah tiens, je vais jouer avec des trucs comme le saccageur impitoyable ou le manufacteur de l'académie. » Et ouais, le problème c'est que les deux cartes en question, par exemple, sont plutôt pas mal, puisque Saccageur impitoyable nous fait des trésors à chaque fois qu'une créature meurt, même les créatures jetons, donc du coup vous pouvez mettre d'autres créatures qui créent des jetons quand des créatures meurent, au secours, voilà. Et derrière, le manufacteur de l'académie va nous faire « Ah non, vous créez un trésor, mais non, vous créez en plus un indice et une nourriture, let's go, c'est offert par la maison. » Mais oui. Et tout ça, en fait qu'on a une sorte de boucle où un gros Glooby-Boulga peut faire beaucoup de jetons qui pourront être sacrifiés ensuite par notre commandant, par Everett, et ce qui en fait du coup un monstre assez terrible. Et si vous avez ne serait-ce que des créatures par exemple qui reviennent du cimetière d'une manière ou d'une autre, donc avec un petit peu de réanimation, ça va juste être une grosse boucle quoi, de dire oh bah tiens hop, je vais l'envoyer au cimetière, le sacrifier pour Everett, hop, ça crée plein de jetons dans tous les sens, je les sacrifie, ça crée des autres jetons, etc. Ok, et ensuite je la fais revenir, donc du coup je peux recommencer encore une seconde fois. Everett peut devenir puissante extrêmement vite, mais alors quand je dis extrêmement vite, c'est pas une blague. Ça peut vite taper très facilement à 10 de patates sans aucun problème. Et en plus à côté, le gros délire, c'est que Everett quand elle meurt va nous faire mettre des blessures à chaque adversaire. Alors oui, il faut payer 2, mais honnêtement on s'en fout parce que je vais vous donner un mot, un seul, infection. Et oui, je vous rappelle qu'il y a des moyens de donner l'infection en noir-rouge qui sont tout à fait faisables, et vraiment pas chers en plus, et de dire, ok, Everett va mourir, elle a l'infection, voilà, ça c'est fait, je paye 2, tout le monde va prendre des dégâts, voilà, et vous allez mourir, voilà. Et c'est pas plus compliqué que ça en fait, on est sur un commandant qui se booste très vite, très fort, et qui a moyen de tuer quasiment en un seul coup. C'est un truc de fou furieux, honnêtement, je suis assez étonné en fait, mais voilà, c'est vraiment un très 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 bon commandant, donc on a un côté à la fois aggro, à la fois combo si vous voulez jouer un petit peu plus aristocrate, ou sur les jeux sacrifices, vous avez l'infection, le choix il est super large en fait pour réussir à tuer les adversaires, et c'est un excellent commandant qui ne coûte pas cher en plus, 3 mana, ça n'est rien, voilà, donc waouh. Et enfin on va terminer avec le papa, le boss, celui que j'étais obligé d'aborder en dernier parce que c'est mon patron, c'est Niv Mizzet, visionnaire, et oui, Niv Mizzet, j'étais obligé d'en parler, lui il vient de l'édition Fondation elle-même, et
on boucle la boucle avec ce Niv-Mizzet, puisqu'en fait, il combo avec 2 autres de ses versions, notamment la première et la troisième, voilà, qui faisaient tout simplement l'inverse de ce que lui fait. Donc chaque fois qu'on piochait une carte, on mettait une blessure, voilà. Bon, ok. Pas de problème, ici Niv-Mizzet Visionnaire fait l'inverse. Chaque fois qu'on met des blessures non combat à un adversaire, on pioche autant de cartes que le nombre de blessures infligées. C'est un truc de fou, parce que vous allez me dire, mais attends, Thibaut, ça peut aller très vite là quand même, et puis, étant donné qu'on met à tous les adversaires, il faut descendre quand même 120 points de vie, on n'a pas 120 cartes dans le deck, et puis Niv-Mizzet, il va pas arriver au tour 1. En effet, c'est là en fait où c'est assez intéressant, parce que Niv-Mizzet, c'est un peu la quintessence, en dehors du combo du coup que j'évoquais, c'est un peu la quintessence de qu'est-ce qui fait Spellslinger. Voilà, Spellslinger, c'est les jeux sur les éphémères et rituels, le fait de lancer ou de lancer des sorts non créatures. Et en bleu-rouge, c'est très populaire. Pourquoi? Notamment parce que le rouge a accès à un type de carte qui est très intéressant, très joué, représenté à chaque fois. Ce sont en fait les pingers, ceux qui vont mettre des dégâts à distance chaque fois qu'on va lancer des sorts non créatures ou des éphémères et rituels, spécifiquement. Eh ben, ces cartes-là existent en rouge, et justement, Niv-Mizzet, lui, il aime ça. Il dit, bah tiens, voilà, vous mettez des dégâts aux adversaires, pas de problème, je vous fais piocher. Donc du coup, ça remplit la main le fait de jouer Spellslinger de la façon la plus efficace, parce que bon, il y a d'autres moyens de le jouer, bien sûr, mais la manière la plus directe, en mettant des dégâts, en fait, à nos adversaires. Et c'est là où c'est super intéressant, parce que Niv-Mizzet Visionnaire est justement un de ces commandants qui va donner le petit élément manquant, en fait, qu'il y avait dans cette stratégie, c'est-à-dire, comment est-ce que je fais, après avoir lancé mes éphémères rituels, pour remplir à nouveau ma main, à moins de jouer uniquement des éphémères rituels qui vont me permettre de piocher. Ce qui est évidemment toujours très intéressant, bien sûr. Et bien ici, Niv-Mizzet apporte la solution. Il va dire, voilà, tac, je fais piocher en plus. Je re-remplis la main, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, je vais me permettre de vous rappeler quelque chose, en bleu et en rouge, il existe des cartes qui permettent de remélanger la main et ou le cimetière à la bibliothèque et de repiocher les cartes en plus derrière. Donc en fait, si jamais vous avez l'impression que « Oh mon dieu, Niv-Mizzet pourrait nous faire des bêtises et nous faire piocher toute la bibliothèque et nous tuer finalement », bah pas forcément, voilà. Donc Niv-Mizzet nous permet également de dire « Bah tiens, non, j'ai l'accès au bleu et au rouge qui vont me permettre de remélanger tout ça et de me refaire une bibliothèque, tout simplement. » Donc là-dessus, c'est très intéressant. Et honnêtement, une petite mini deck tech si vous le souhaitez. En gros, pour moi, il y a une carte en fait qui me paraît assez intéressante avec ça. Et surtout pour faire en sorte que la boucle continue avec mes pingers de Spellslinger, Niv-Mizzet et mes beaux éphémères rituels en main. Et ben c'est d'avoir un artiste au four à tempête, parce que lui nous permet de refaire des trésors chaque fois qu'on lance éphémères rituels. Et du coup, on peut continuer en fait, relancer des trucs, remettre des dégâts, etc. Ça peut être super fort. En tout cas, Niv-Mizzet Visionnaire, moi, je l'aime beaucoup. Ça me donne vraiment beaucoup envie de le jouer. Voilà. Mais attention du coup à l'équilibre du deck et surtout à la barrière de sécurité en mode je vais éviter de me piocher toute ma bibliothèque et de mourir là-dessus. Ça serait fort dommage. Donc faites attention. Mais en tout cas, c'est un très bon commandant également, et qui peut donner lieu à des combos et des situations assez stupides, il faut l'avouer. Bref, ces 4 commandants, en fait, ils sont assez différents. Alors, je dis ça alors que, techniquement, il y en a 2 qui se jouent sacrifice aristocrate, si vous le souhaitez. Mais c'est vrai que, en fait, on a cette impression sur les 4 commandants en question que, oui, ça va aller, c'est pas trop problématique, mais en fait, quand on commence à pousser un petit peu les limites, on se rend compte qu'il y a de nombreuses combos possibles, et des situations où, en l'espace de 1 ou 2 tours, les commandants en question peuvent nous permettre de gagner la partie. Ce qui est assez, je veux dire, exceptionnel là-dessus, hein. On parle vraiment de commandants puissants. Après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ces commandants que j'estime étant extrêmement forts et parfois au-dessus de ceux des autres de l'extension. Dites-moi, donnez-moi votre avis, si vous êtes d'accord ou pas, qu'est-ce que vous pensez également de ces commandants. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va parler un petit peu plus des cartes de l'extension Fondation. Et voilà, ça sera l'occasion d'aborder d'autres sujets. Voilà. Bref, moi je vous dis à la prochaine et salut à tous!